Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, on va toujours poursuivre sur le même thème, le Japon, savoir-vivre et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer certains points. C'est très important si vous avez surtout l'intention de vous installer au Japon, ou d'y vivre, d'y travailler. C'est des points vraiment qui peuvent vous aider. Il faut vraiment que vous compreniez la différence entre le Japon et le Canada ou la France, parce que c'est vraiment pas pareil. Et bien sûr, si vous y travaillez, soyez assurés que vous n'allez pas être traité du tout de la même manière que quand vous travaillez en France, OK? Première des choses, au niveau savoir-vivre, mais aussi côté travail, la ponctualité. Ça, c'est extrêmement important. Les Japonais accordent une attention vraiment méticuleuse à la ponctualité. Même dans les relations amicales, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, organisez-vous pour arriver au moins 10 à 15 minutes avant la rencontre, que ce soit dans un café ou dans un centre d'achat, peu importe. Vous arrivez à l'avance, comme ça vous êtes sûr que vous allez faire une bonne impression. Si vous arrivez en retard, en plus si vous êtes étranger, ben là c'est encore pire. Donc, assurez-vous d'arriver toujours avant. Au moins 10 minutes là, avant, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, pour le travail, en règle générale, c'est 15 minutes avant, même voire plus. Si vous arrivez même voire 1 heure avant, vous êtes sûr que là, votre patron, il va dire « Oh mon Dieu, ça c'est un employé modèle ». Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au Japon, le travail, c'est la vie. Tout tourne autour du travail. Il faut bien comprendre que le Japonais va placer le travail avant sa propre famille. Donc, c'est pas rare de voir souvent des épouses délaissées, seules à la maison, qui peuvent rester seules à la maison du matin et l'époux va rentrer le soir, il peut être 11 heures parce qu'il a fait de l'overtime au bureau. Et ça, l'overtime, le travail supplémentaire, ça aussi, ça fait partie de la vie. Si on refuse, ben, on risque de perdre son emploi. Donc, quand on travaille au Japon, il faut bien comprendre une chose, c'est que tu dois consacrer toute ta vie à ça. Donc, il n'y a pas question d'essayer d'écourter la journée ou de dire, ben là, il est 5 heures, il faut que je rentre chez moi, ou bon, des trucs comme ça. Ça ne marche pas. Une autre chose aussi qu'il faut comprendre, au niveau aussi du savoir-vivre, parce que c'est très impoli aussi de parler de toujours vacances. Le mot vacances au Japon, il est tabou. Donc, si on utilise toujours le « j'ai hâte de partir en vacances »,« j'ai hâte d'avoir mes vacances », OK? Vous donnez l'impression que vous êtes fainéant. Vous donnez l'impression que vous n'aimez pas travailler. Vous donnez une impression aussi de quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'a pas grandi, qui est resté au stade de petit enfant, qui pense juste à s'amuser. Donc, si vous parlez toujours de vacances, eh bien, vous allez faire vraiment mauvaise impression, bien sûr, au travail, mais aussi dans les relations amicales, bien, vous allez donner l'impression de quelqu'un, de toute façon, de mal élevé, déjà en partant, parce que c'est considéré comme impoli, hein, de toujours parler de vacances, puis je veux être en vacances, bon, des trucs comme ça. Donc, le mot vacances, soyez prudents, on ne parle pas trop de ça. Faut comprendre que les Japonais ont à peine 2 semaines complètes de vacances par année, mais c'est pas dans le même paquet, c'est que c'est des journées qui vont prendre une journée, on prend une journée ou 2 maximum, mais c'est pas plus que ça. Généralement, ça tourne autour du Nouvel An. Là, au Nouvel An, on peut avoir 4 jours, 3 à 4 jours de vacances d'affilée, mais en règle générale, c'est 1 ou 2 journées de vacances. Il faut bien comprendre aussi qu'au Japon, généralement, la semaine, minimum, c'est 40 heures. Ça, c'est le minimum. En règle générale, les gens peuvent aller jusqu'à 60 heures de travail par semaine. C'est normal, la majorité le font si on calcule le travail supplémentaire. Malheureusement, le travail supplémentaire, il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de bonus. Okay? Ça, le travail supplémentaire que vous faites, c'est que vous honorez votre patron, okay? En donnant de votre temps et en le remerciant de vous embaucher, parce que déjà qu'il vous embauche. Okay? Donc, il vous assure le minimum de 40 heures par semaine payées. Okay? Mais si vous faites des heures supplémentaires, si vous arrivez à l'avance, il faut bien comprendre une chose, vous n'allez pas avoir de temps supplémentaire. Okay? Ça fait partie, c'est un peu comme un package deal. Donc, on vous embauche, on vous donne ce salaire-là. Okay? Donc, ça comprend tout. Mais si vous faites des heures supplémentaires, n'attendez pas dans l'espoir
que ça va vraiment augmenter votre salaire, non. À moins, ça dépend peut-être de certaines entreprises, peut-être qui sont plus internationales, ou bon, je sais pas, peut-être Toyota, mais moi je suis pas ingénieure, je suis enseignante. Donc en règle générale, les entreprises japonaises fonctionnent pratiquement toujours de la même manière. On a notre 40 heures assurées par semaine, mais on doit faire des heures supplémentaires, ça peut aller jusqu'à 60 heures par semaine. Malheureusement, ce n'est pas payé. Il ne faut surtout pas se plaindre. Maintenant, pour ce qui est des syndicats, ça aussi, c'est un peu tabou parce que, bon, au Japon, syndicat rime un peu avec communiste, bon, des trucs comme ça. Donc, oui, il y a des protections, mais c'est vraiment pas comparable à la France, au Canada. Il faut bien comprendre que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille ici au Japon. J'ai jamais vu de grève. J'ai jamais vu de services de transport en commun bloqués à cause d'une grève. J'ai jamais entendu dire que les profs voulaient faire la grève ou que d'autres corps de métier comme les médecins par exemple ou les infirmières. J'ai jamais vu ça. Et puis j'ai questionné aussi des gens autour de moi par rapport aux grèves, puis on m'a répondu que non. Je pense que c'était dans les années 70, il y avait eu à un moment donné une espèce de tendance où il y avait des Japonais qui lorgnaient un peu du côté communiste, hein, et qui voulaient... il y avait comme une espèce d'idéalisation du communiste à l'époque, dans les années fin 60-70. Donc oui, il y avait eu comme une espèce de, on pourrait dire, de mode de syndicat, et puis il y avait des grèves, certaines émeutes aussi, mais ça c'était des activistes communistes. Après ça s'est calmé. Bon, il y a eu la guerre froide aussi, et puis les Américains ont intervenu. Donc finalement, le Japon, c'est un système libéral, pas ultra-libéral par contre, parce qu'il y a des mesures sociales, les personnes par exemple sont handicapées, les personnes âgées, bon, tout ça, il y a quand même des mesures sociales qui sont mises en place. Moi, je vois rarement des sans-abri ici, là. Il y a des centres d'hébergement, il y a des banques alimentaires, c'est ça, mais c'est libéral. Et puis ici, c'est sûr que tout ce qui a rapport avec le communisme, c'est tabou. Donc, il faut aussi éviter de parler de ça. Ça risque de faire très mal une mauvaise impression. Donc, de toute façon, au Japon, il faut éviter le plus possible de parler de politique. C'est mal élevé. Parce que la politique, c'est quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi et qu'on s'exprime dans les urnes quand c'est le temps de voter, mais on n'essaie pas d'imposer ses choix politiques ou s'exprimer au niveau de la politique devant les autres parce que c'est extrêmement impoli, ça peut peut-être même vous valoir un licenciement. Parce que oui, au Japon, on peut être licencié beaucoup plus facilement qu'en France ou au Canada, parce que justement, il n'y a pas des mesures super efficaces au niveau de l'emploi. Donc, il faut performer, il faut vraiment rentrer dans le moule. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le Japon, c'est un petit pays, c'est surpeuplé, il y a beaucoup de gens, on vit les uns les autres, entassés les uns sur les autres. Donc, c'est la communauté avant l'individu. Donc, si tu te fais trop remarquer, par tes idées, si tu te fais trop remarquer parce que tu revendiques quelque chose, tu revendiques un droit, tu revendiques le droit de ci, de ça, ben tu risques d'avoir des problèmes, bien sûr, au travail. Mais les gens aussi, vont avoir tendance à ne pas vouloir te fréquenter parce que justement, tu projettes une image narcissique et égoïste. Et ça, pour les Japonais, c'est inacceptable. Donc, s'ils ont survécu comme ça, en étant surpeuplés sur une très petite île, archipel plutôt, s'ils ont survécu comme ça sur une petite archipel sans s'entretuer, c'est justement parce qu'ils ont appliqué ces principes-là. Le principe du groupe, de s'intégrer à un groupe, mais à faire profil bas, à faire preuve d'humilité. C'est aussi un peu dans le bouddhiste, hein? C'est des enseignements du bouddhisme. Mais là, on voit qu'il y a des espèces de pseudo-psychologues là, en Europe là, qui interprètent le bouddhisme et ne comprennent pas l'essence même du bouddhisme. L'essence même du bouddhisme, ce n'est pas le narcissisme, bien au contraire. C'est s'intégrer dans le groupe, c'est de penser à l'autre avant de penser à soi. Par contre, on doit aussi travailler sur soi. Parce qu'il ne faut pas mélanger narcissique avec confiance en soi. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être narcissique.
Mais en Europe, là, on valorise le narcissisme et puis on assimile ça au bouddhisme. Moi, ça me fait bien sourire parce que ça fait plus de 10 ans que j'habite en terre bouddhiste. Donc, je sais très bien que le bouddhisme n'enseigne jamais le narcissisme, bien au contraire. Donc, le respect de l'autre. Penser à l'autre avant de penser à soi. Quand on est au travail, il faut toujours penser à ses collègues avant de penser à soi. Par exemple, si on veut prendre une tasse de café, ben, on laisse passer l'autre avant. Si l'autre dit non, OK, tu y vas. Toujours dans ce sens-là. Toujours penser à l'autre avant de se mettre en valeur soi. Donc, c'est des valeurs très, très importantes au Japon. Et ça, il faut que vous le compreniez si vous avez l'intention de vous installer ici. Maintenant, la religion. Bon, la religion aussi, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qu'on n'expose pas, on ne fait pas d'évangélisation, on n'essaie pas autrement dit, de vendre sa salade. Encore là, c'est impoli. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au Japon, les gens ne se chamaillent pas pour la religion. Il y a le shintoïsme, qui est la religion indigène du Japon, qui a plus de milliers d'années, OK? Ce qui s'apparente un peu à du chamanisme, OK? Et on a le bouddhisme qui est venu d'Inde via la Corée et la Chine, qui s'est installé par la suite au Japon. Les deux religions cohabitent ensemble sans se chamailler parce que justement, le shintoïsme, c'est du chamanisme, donc il n'y a pas de dogme comme de quoi qu'il faut, bon, les mécréants, bon, des trucs comme ça, il n'y a pas de dogme de cette manière-là. Et le bouddhisme, c'est la même chose. Donc, dans le bouddhisme, il n'y a aucun dogme qui enseigne aux gens de mépriser ceux qui ne veulent pas suivre les principes du bouddhisme. Donc, c'est pour ça que le bouddhisme et le shintoïsme cohabitent ensemble sans se chamailler. Maintenant, il y a des chrétiens, ils sont beaucoup plus rares, ils se font beaucoup plus discrets aussi parce que, bon, le christianisme, c'est une religion étrangère. Donc, il y a des chrétiens, bien sûr, mais bon, comme je dis, ils sont très discrets. Mais les Japonais apprécient beaucoup le christianisme parce qu'ils ont comme une image un peu idéalisée aussi de Jésus. Jésus prêche la bonté, Jésus prêche, bon, aimez-vous les uns les autres, pensez aux autres avant de penser à vous. Donc, c'est comme si ça match avec la mentalité japonaise. Eux, ils idéalisent beaucoup, bon, la religion chrétienne, c'est bien. Donc, ils n'ont aucun problème. Pour ce qui est de l'islam, je ne sais pas, je n'en vois pas, du moins où ce que j'habite, il n'y a pas de mosquée. Il y en a peut-être une à Tokyo, parce que bon, il y a quand même des diplomates là, et des ambassades étrangères et tout. Mais encore là, les musulmans qui habitent ici au Japon, ils font preuve de discrétion, parce que bon, ici, c'est strictement interdit de se masquer le visage. On peut porter un masque chirurgical, là, mais pas les burqas ou les niqabs, où on voit pratiquement rien. Ça, c'est strictement interdit parce que de toute façon, ici, tu as les contrôles au faciès, là, les caméras de surveillance. On doit voir le visage. Quand on conduit, c'est la même chose. Les radars, t'es repéré au visage. Donc, il y a plein de caméras ici. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se masquer le visage, se voiler complètement le visage. Vous pouvez porter un foulard si vous voulez, c'est coloré, bon, tout ça, il n'y a pas vraiment de problème si c'est un foulard qui est discret, là. Mais si vous voilez complètement le visage, en plus que vous portez des gants noirs, puis bon, des trucs comme ça, ici, non, ça ne fonctionne pas parce que la loi veut que chaque individu, qu'on puisse reconnaître le visage en cas de crime ou, bon, peu importe, un vol. Si vous faites un hold-up et vous avez une burqa, ben, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Hein? Donc, dans le fond, c'est sage d'interdire ça. Et aussi, c'est la même chose. Si vous arrivez avec un masque chirurgical et que vous avez des grosses lunettes fumées, ben, on va vous interpeller aussi dans la rue. Là. Ça se fait pas. C'est impoli. Hein? Donc, c'est impoli, puis ça peut... bon, ça peut aussi perturber les forces de l'ordre s'il arrive un crime, puis que vous avez des grosses lunettes fumées dans le visage, puis qu'on ne peut pas reconnaître votre visage, ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les policiers? Ça va être difficile, là, de retracer le criminel. Donc, c'est à ça qu'ils pensent. Donc, ça n'a rien à voir avec le racisme, ou peu importe, de toute façon. Une religion, c'est pas une race. Hein? Une religion, c'est une croyance. C'est pas une race. Hein? Donc, il n'y a pas de, on pourrait dire, pour employer le terme islamophobie, c'est pas de l'islamophobie, c'est tout simplement
pour des raisons de sécurité, qu'il ne faut pas complètement se voiler le visage. C'est du savoir-vivre, quoi. OK? Donc, ça, c'était le message pour les personnes de confession musulmane. Si vous avez intention de vous installer ici au Japon. Pour ce qui est de la viande halal, je ne sais pas. J'en ai pas vu. Peut-être dans les épiceries importées, mais là, vous allez payer le double, le triple là, de ce que ça coûte. Parce que, bon, ici, il n'y a pas d'abattoir halal. Il y a des épiceries qui vendent des produits importés de différents pays, surtout sur Tokyo ou sur Osaka, mais il faut vous attendre que vous allez payer très cher. Parce que moi, ça m'arrive parfois que je fréquente ces épiceries-là pour acheter des fromages français, tout ça, et ça, par exemple, un fromage bien ordinaire français, là, un président, là, un camembert président, qui coûte peut-être 2 € ou 3 € en France, mais ici, je vais payer 15 €, l'équivalent de 15 €. Donc, ça vous donne un peu une idée, là. Donc, si vous achetez du halal, ça risque d'être à peu près le même problème. C'est comme ça, et puis il faut s'y faire. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ça, des choses inusitées qu'on retrouve pratiquement juste au Japon. Le travail, c'est la vie, ça passe avant les copains, ça passe avant la famille, c'est la vie, c'est ce qui tient la société japonaise, c'est le travail. Maintenant, pour ce qui est de la ponctualité, c'est super important. Arrivez toujours 10-15 minutes avant le rendez-vous, avant votre chiffre de travail. Pour ce qui est de la politique, vous évitez de parler de ça entre collègues ou amis. Même chose pour la religion, soyez discret sur votre religion, vos croyances. Parce que bon, le Japon, c'est bouddhiste et shintoïste, hein? Donc on n'essaie pas de faire de l'évangélisation si vous êtes chrétien, par exemple, des trucs comme ça. Essayez pas d'imposer vos croyances. Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, vous pouvez dire que vous êtes musulman, que vous êtes juif, mais n'essayez pas de, autrement dit, de forcer les Japonais, ou, genre donner des Bibles ou des Corans, ou bon, des trucs comme ça. Non, ça se fait pas, vous risquez d'avoir des problèmes au travail si vous agissez de cette manière-là. Donc, la discrétion par rapport à ça, si vous êtes une femme musulmane et que vous tenez absolument à porter le voile, ben organisez-vous que ce soit vraiment discret. Un petit fichu coloré, kawaii, comme on dit au Japon, là, du rose. Portez des couleurs aussi qui sont agréables à regarder. Bon, c'est ça, soyez discret, bref. De toute façon, au Japon, peu importe qui qu'on est, il faut faire preuve de discrétion. Le groupe avant l'individu. Retenez bien ça. Le groupe avant l'individu. C'est ça la mentalité japonaise et aussi asiatique en général. Hein, parce que si vous allez en Corée du Sud ou bon, en Thaïlande, vous allez comprendre que c'est à peu près un peu la même chose aussi. Hein. Les gens cohabitent ensemble, c'est très surpeuplé. Donc, ils vont penser aux autres avant de penser à eux. Parce que sinon, bon, ça ne pourrait pas marcher. Hein, avec le nombre d'individus en Asie. Et souvent, c'est des petits pays. S'il fallait que chacun soit individualiste, non, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Donc, voilà, c'était le message que j'avais à vous faire parvenir aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre les différences qu'on peut retrouver entre le Japon et la France, le Québec, le Canada. Maintenant, n'hésitez pas à partager, OK? Si vous avez un blog sur le Japon, peu importe, vous pouvez partager, retweeter sur votre page Facebook. Donc, ça me fait plaisir. Donc, la parole circule. Donc, on s'informe entre nous. Donc, voilà. Et à la prochaine. Merci.